La mobilisation des professions de santé pour mercredi, une journée sans toubib. Dès demain commence une semaine noire, des ambulanciers aux infirmières en passant par SOS médecins, sans compter les spécialistes. Un vaste mouvement de revendication. 10 ans après l'accident du Mont-Saint-Odile où 87 passagers avaient trouvé la mort, cérémonie de commémoration. Les familles des victimes réclament la vérité alors que l'instruction s'éternise. Le rallye de Monte-Carlo avec la victoire d'un jeune Français, Sébastien Loeb, un triomphe provisoire. Il a été pénalisé de 2 minutes par les commissaires de la course, mais devrait savourer son triomphe dans 40 jours. C'est mardi prochain qu'Yves Saint Laurent présentera sa dernière collection, la Maison Saint Laurent, qui nous a ouvert ses portes, l'émotion dans les ateliers où chacun évoque l'extrême talent du maître, Yves Saint Laurent, qui a accepté de nous parler. Madame, Monsieur, bonsoir. 10 ans jour pour jour après la catastrophe du Mont-Saint-Odile, les familles des victimes se sont réunies sur les lieux mêmes de l'accident et le temps n'a effacé ni la peine ni la colère. L'instruction n'en finit pas, une enquête fait de vérité, de contre-vérité d'après l'association, le sentiment de ne pas savoir ou plutôt d'une vérité que l'on ne veut pas dire. Un drame sans coupable, comment dans ces conditions réussir à faire le deuil? Christophe Nédart, Sylvain Gauthier. Une flamme pour se souvenir. Comme tous les ans, rescapés et familles des victimes se sont retrouvés au cœur du Mont-Saint-Odile, là où s'est écrasé l'A320. 87 victimes, 9 survivants. 10 ans déjà, 10 ans sans justice, 10 ans sans pardon. Dix ans après le crash, l'émotion est la même. Cette terrible nuit du 20 janvier 92 reste gravée dans toutes les mémoires. Le soir du crash, il y a beaucoup de brouillard. Les visages des gens qui souffraient, les quelques débris et surtout les bruits, les gens qui appelaient, les gens qui souffraient. Il y a les souvenirs bien sûr, mais aussi ce sentiment de culpabilité qui hante les rescapés. On se sent vraiment un peu mal vis-à-vis des autres qui ont perdu quelqu'un qui leur était très cher. C'est vrai que nous avons beaucoup de chance, mais bon, ça arrive, ça pourrait être quelqu'un d'autre. L'hommage aux disparus, 87 roses pour autant de victimes. Tous ici cherchent à comprendre. 10 ans de procédure et toujours pas de résultat. Sentiment d'injustice, sentiment d'abandon. C'est une question de paix de l'âme et d'une promesse faite. Et je crois que nous sommes tous animés par cette même recherche de paix et de sérénité. Par contre, ça, on ne pourra la trouver que quand la vérité sera reconnue. La vérité, la justice. Rescapés et familles des victimes attendent beaucoup d'un procès qui semble encore bien lointain. Et ceci nous amène au procès qui s'ouvrira demain à Poitiers, le procès de l'un des accidents les plus meurtriers de ces dernières années. 8 ans après un carambolage en série sur l'autoroute A10 qui avait coûté la vie à 15 personnes et fait 53 blessés. Là aussi, les familles des victimes attendent que soient déterminées les responsabilités. Et là aussi, une association se bat pour qu'enfin la vérité soit faite et pour qu'un tel drame ne se puisse se reproduire. François Privat, Philippe Ritaine. 10 novembre 1993, un soir de grand départ sur la 10 à la veille d'un pont. À hauteur de Mirambeau, en Charente-Maritime, le feu se déclare à bord d'un camion garé sur la bande d'arrêt d'urgence. Il est 19h30. Vraisemblablement gêné par la fumée, un semi-remorque se met en travers de la chaussée. Durant plus de 20 minutes, c'est un carambolage qui implique une cinquantaine de véhicules. 15 morts, pour la plupart carbonisés, et 53 blessés. L'un des plus lourds bilans de la route en France. Plus de 8 ans après, nous sommes retournés sur la 10 avec une victime, Yann Meheux. Dans l'accident, il a perdu sa femme et ses 2 enfants. Au moment où l'accident était devenu inévitable, j'étais encore à peu près à 34 km de l'accident. C'est évident que si j'avais été prévenu, vu le temps qu'il y a et le nombre de kilomètres qu'il y a entre le moment où l'accident a commencé et le moment où je suis rentré dedans, c'est évident qu'il y avait le temps matériel de prévenir. 8 années d'instruction, 3 juges et des questions que se posent toujours les victimes. Parmi elles, Jackie Brocard. Comme une vingtaine de conducteurs, il est mis en examen pour défaut de maîtrise de son véhicule. Si vous mettez les mains devant les yeux, vous ne savez plus où est la route, hein, et il n'y a pas de secret. Hein. Alors défaut de maîtrise, je veux bien, mais c'est dur à avaler, hein, c'est tout. Hein.
Un mémorial aux victimes à quelques dizaines de mètres du lieu de l'accident, sur une autoroute où depuis rien n'a changé. Je n'ai pas de rancœur, d'amertume pour ce qui ne s'est pas fait à l'époque. Là où j'en ai plus, c'est que maintenant je vois qu'il n'y a rien de changé. Et il n'y a pas de leçon de tirer, pas d'enseignement. On arrive à l'aberration que le même accident, les mêmes circonstances donneraient le même accident, puisque c'est une autoroute qui n'a pas de présignalisation. En France, certaines autoroutes sont équipées de panneaux indicateurs ou de flashs d'alerte susceptibles de prévenir visuellement les conducteurs d'un accident. À Saint-Étienne, la nuit dernière, 22 voitures ont été incendiées volontairement dans plusieurs quartiers de la ville. Ce sont des cocktails Molotov qui ont mis feu aux véhicules. La police évoque un groupe organisé qui jouait au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Nouveau drame dans une rave party dans le Val d'Oise. Un jeune homme a été retrouvé mort ce matin. D'après les premières constatations, il aurait été victime d'un malaise à la suite d'une surconsommation de drogue. Fanny Auvergne. C'est dans ce hangar désaffecté qu'a eu lieu la rave party. Julien, 20 ans, était là hier soir. Vers minuit, plus de 3000 jeunes se sont retrouvés pour faire la fête jusqu'à l'aube. Ce matin, à la fin de la fête, on a retrouvé le corps d'un jeune homme, mort, sans papier d'identité. Il pourrait être victime d'une overdose, ce qui n'étonne pas Julien. Ça m'étonne, non, sans m'étonner, quoi, parce que vu les mecs ce qu'ils se mettent, quoi, prennent un peu n'importe quelle drogue, quoi. Parce que là, j'ai à peu près entendu parler, ils prennent genre de la kétamine, c'est de l'anesthésiant pour cheval, des trucs comme ça. Et dans ce genre de soirée, c'est en vente libre ou comment ça se passe? C'est souvent des racailles qui viennent de banlieue, de cités, qui viennent vendre ici. Une fois qu'ils ont fait leur beurre, quoi, ils s'en vont, et puis voilà. 30 gendarmes de la section de recherche de Versailles enquêtent ce soir pour retrouver l'identité du jeune homme. Une autopsie devrait permettre de déterminer la cause exacte du décès. La journée nationale sans toubib, prévue mercredi prochain, entraînera dans son sillage la mobilisation de SOS Médecins. C'est la première fois depuis des années que cette association se décide à faire grève en signe de solidarité avec les généralistes. SOS Médecins qui, dans cette période surchargée, est plus débordée que jamais. Caroline Gauthier, Christophe Larocca. Voilà. Regarde dans l'air. Ah ouais. Tire la langue. Hop. Il n'y a rien d'inquiétant, hein. Voilà 17 ans que Jean-Paul Lapierre arpente les rues de ces quartiers nord de Marseille. De jour, de nuit, en semaine ou le dimanche, au gré des grippes et des angoisses. On a souvent des pathologies où on peut quand même agir directement. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un peu gratifiant. C'est la porte 51, donc c'est l'internat de l'école de police. C'est pour un monsieur de 22 ans qui a de la fièvre et des courbatures. Vous avez des frissons? À raison d'une vingtaine de visites par jour et de 50 000 km par an, Jean-Paul Lapierre s'interroge sur sa résistance physique, sur sa motivation. La reconnaissance, il la lit dans les yeux de ses patients, mais financièrement, frais déduits, il gagne peu sur chaque consultation. Le tarif d'une visite dans la semaine en journée à Marseille, c'est 145 francs. Bon, 17,53 € maintenant, mais bon, 145 francs, ça parle plus aux gens. Ça veut dire qu'en fait, on se déplace pour 30 francs. Bon, je ne sais pas, bon, tout le monde l'a dit déjà, mais je ne sais pas qui peut voir quel genre de spécialiste ou de technicien pourrait faire un déplacement pour 30 francs. Un tarif jamais revalorisé depuis 8 ans et c'est bien là la première revendication du docteur Lapierre. Mercredi, il sera aux côtés des généralistes en grève. Pour la première fois de sa carrière, il ne répondra pas au SOS des Marseillais. Le docteur, bonjour. Et la semaine qui s'annonce sera en effet marquée dans le domaine de la santé par ces mouvements de grève qui s'enchaînent en cascade, avec comme point d'orgue donc la journée de mercredi. Le service minimum sera à l'évidence assuré sur réquisition, donc pas de psychose, mais il est préférable de ne pas être malade en milieu de semaine. Le calendrier s'ouvre dès demain. Le détail avec Sophie Rodier. On peut trouver une salle pour le monsieur qui vient d'arriver? Un couloir en guise de salle d'attente, des médecins débordés. Après 2 mois de grève des généralistes, les urgences n'arrivent plus à faire face à la demande. Au moment de grosse affluence, de temps en temps on s'inquiète parce qu'on n'est pas très nombreux et qu'on ne peut pas être partout à la fois. Et la situation ne devrait pas s'arranger avant mercredi soir. Dès demain, ce sont les agents hospitaliers qui se mettent en grève. Ils réclament la réouverture des négociations sur les 35 heures. Mardi, les infirmières libérales entrent en lice avec une manifestation nationale à Paris. Comme les généralistes, elles demandent une revalorisation de leurs honoraires. Ça fait plus de 13 ans qu'on est au même tarif.
Enfin, mercredi, ce sera le point d'orgue de cette semaine avec la journée sans toubib. À nous. Les généralistes fermeront leur cabinet jusqu'au lendemain matin 8 h. Principale revendication, l'augmentation des tarifs des consultations de 17,53 € à 20 € et des visites de 20,58 € à 30 €. Les spécialistes, les dentistes et les ambulanciers rejoignent également le mouvement. Mercredi, pas la peine non plus de se rabattre sur SOS Médecins. Seule solution, les urgences. Il faudra donc plus que jamais prendre son mal en patience. Au Congo, alors que la ville de Goma, vous le savez, a été largement dévastée par l'éruption volcanique, les Nations Unies lancent un appel à la prudence car de nombreux réfugiés ont décidé de prendre le chemin du retour. Pourtant, la situation reste très instable. Une nouvelle éruption est toujours possible. De plus, la pollution ambiante devrait décourager les candidats au retour, mais les organisations humanitaires ont bien du mal à convaincre. Zindine Boudaoud. Le même flot de réfugiés qu'il y a 3 jours, mais dans l'autre sens et sous la pluie. Retour à Goma pour ces femmes, ces hommes et ces enfants. Ils préfèrent revenir dans la ville qu'ils ont fui jeudi, plutôt que de continuer à grossir les rangs des réfugiés, assoiffés et affamés. Goma est pourtant dévastée à 60%. Des bâtisses sont encore debout mais prisonnières de la lave. Ce matin encore, une forte secousse sismique a ébranlé Goma, mais pas ses habitants. Ceux qui sont restés tentent de faire face. Ils aménagent des abris et sauvent ce qu'ils peuvent. Dans la ville, il n'y a plus ni eau, ni électricité. Et l'aide internationale pourrait tarder à arriver. Puisque le volcan menace toujours, les organisations humanitaires concentrent leurs efforts sur Gisenyi au Rwanda, où 300 000 réfugiés démunis se trouvaient encore hier. Les gens là manquent avant tout d'eau potable, c'est vraiment le problème numéro 1. Et puis bien sûr d'abri pour ceux qui errent sur les routes, et puis de la nourriture. Mais le retour massif à Goma de ses habitants complique la tâche des secouristes. Voilà pourquoi les organisations humanitaires tentent sans succès pour l'instant de convaincre la population déplacée de rejoindre 2 camps installés par les Nations Unies. Le Nyiragongo semble s'apaiser, mais le danger est toujours là. Les vulcanologues n'excluent pas une nouvelle éruption. En effet, les spécialistes estiment que l'activité du volcan, même si elle s'est considérablement atténuée, peut reprendre à chaque instant. Les secousses sismiques qui se produisent à intervalles très réguliers montrent une situation chaotique. Cette région a déjà été le théâtre ces dernières années d'éruptions du même type et les habitants avaient reconstruit leurs maisons sur la lave solidifiée. Michel Fine. C'était l'éruption la plus meurtrière du Nyiragongo en 1977, il y a 25 ans. Une fissure s'était formée sur les flancs du volcan, la lave s'y était engouffrée, dévalant la pente à des vitesses de 60 à 100 km/h. 20 millions de mètres cubes de lave en à peine 40 minutes. Les routes, les villages, tout avait été englouti. Cette année-là, le Nyiragongo avait fait environ 2000 morts. C'est un très grand volcan de 3400 mètres de haut. Il est situé à l'est du Congo. Son cratère fait plus d'1 kilomètre de diamètre. Au fond de ce cratère, un lac de lave. Le Nyiragongo fascinait Haroun Tazieff. Voici des images d'une mission d'étude du célèbre vulcanologue. C'était en 1972. Ce volcan est très exceptionnel en ceci que non seulement il possède un lac de roche en fusion permanente, la roche qui est en fusion ici, elle est tout à fait rarissime. Après l'éruption de 1977, le Nyiragongo ne s'est jamais endormi. Il a toujours menacé. Mais il a fallu attendre 25 ans pour qu'il entre à nouveau en éruption. 42 ans après le premier essai nucléaire français, une association de vétérans demande des comptes à l'État. Engagés ou appelés, ils ont assisté à ces essais entre 1960 et 1996. Certains aujourd'hui souffrent de cancer et réclament la levée du secret défense qui les empêche de consulter leurs dossiers médicaux. Autre revendication, la création d'une commission d'enquête qui sera débattue mardi prochain. Témoignage avec Hélène Orguet et Christian Gallet. Quand Michel feuillette l'album photo de son service militaire, il s'attarde souvent sur une carte postale. Ce cliché du premier essai nucléaire français à Regan, en Algérie, en 1960. Alors jeune appelé, il a assisté à l'explosion historique.
seule, avec ses seuls moyens, la France a fabriqué sa bombe. On était en short, une petite chemisette, d'autres n'en avaient peut-être pas, et puis des sandales. Et là, la seule mesure de précaution qu'on nous a demandé de prendre, c'est de fermer les yeux, de se retourner, de se mettre le bras devant, et puis d'attendre les consignes avant de se retourner. Pourtant, et ces notes de l'époque l'attestent, l'armée avait prévu du matériel de protection. Seulement une paire de lunettes pour 40 personnes, mais un dosimètre par militaire. Cet appareil était censé mesurer la radioactivité. Problème, personne ne l'a jamais réclamé à Michel. Il faut savoir qu'on est rentré sur la base atomique sans examen médical, qu'on n'a pas repris le dosimètre et qu'on est sorti sans examen médical et aucun suivi médical. Hier matin, Michel a pris la route, direction le Sénat, pour la première conférence de l'association, avec des vétérans souvent moins chanceux que lui. Cancer, problèmes dermatologiques, les témoignages se multiplient, mais comment prouver le lien entre essais nucléaires et maladie? Quand vous voyez que moi j'ai été là-bas assister aux expériences nucléaires, ce n'est même pas marqué sur mon livret militaire. J'ai fait des marches aux archives à Pau. Vous voyez, ça fait 2 mois que je n'ai aucune réponse. Aujourd'hui, ces vétérans n'accusent pas. Ils veulent savoir si leur état de santé est lié aux essais nucléaires. Mardi, une proposition de loi pour la création d'une commission d'enquête sera déposée devant l'Assemblée nationale. La ville de Sarcelles, dont près de la moitié de la population fait partie de la communauté juive, s'inquiète de la montée de l'antisémitisme. Ce matin, quelques 600 personnes ont décidé de manifester, soutenues par diverses associations et des élus comme Dominique Strauss-Kahn. Recueillement à la synagogue avant de se rendre au mémorial juif de la ville. Reportage Elinor Gay, Claude Barnier. La communauté juive de France vous dit « trop, c'est trop ». Pas assez de place ce matin sur les bancs de la synagogue de Sarcelles. La communauté juive est venue entendre ses représentants et des élus évoquer l'augmentation des actes antisémites et réclamer plus de sévérité. Nous avons besoin aujourd'hui d'une vigilance qui soit plus collective, d'une vigilance qui fait appel justement aux principes de la République et à la sécurité qu'elle doit à chacun. Goussainville, Créteil, les récents incidents contre des écoles ou des synagogues ont indigné la communauté. Elle dénonce aussi une violence au quotidien, comme celle qui toucherait les enfants. Ils ne peuvent pas sortir avec une kippa, ni avec une casquette sur la tête, ni avec une étoile juive, parce que c'est systématique, on leur tombe dessus dans le train. Donc c'est quand même assez incroyable qu'on en soit arrivé à cet état de fait en France. Lorsqu'on attaque une synagogue, ou lorsqu'on blesse un rabbin, ou lorsqu'on attaque une famille juive, ou un enfant portant kippa, ça ne peut pas s'appeler autrement que de l'antisémitisme. Il faut appeler les choses par leur nom. La reconnaissance de la gravité de la situation et plus de protection, c'est ce que réclame aujourd'hui la communauté juive. À moins de 100 jours des premières échéances électorales, les uns après les autres, les candidats ouvrent des sites internet, un nouveau moyen de communiquer et de convaincre. C'est une première. Alix Bouillaguet, Rémi Poissonnier. Sur le site d'Alain Madelin, c'est le générique d'une ancienne émission sur les animaux sauvages qui sert de bande-son à Présidentielle Poursuite, un jeu où chacun peut se mettre dans la peau d'un candidat à l'Élysée. Mais sur alainmadelin.com, il n'y a pas que des jeux. Pour que les cybersupporters puissent recevoir des consignes en cybercampagne, tu leur envoies par... Pour le candidat libéral, Internet, c'est du sérieux. C'est même un outil indispensable à une campagne. Ne pas croire à Internet dans une campagne présidentielle aujourd'hui, c'est ne pas croire à la télévision ou à l'affiche il y a d'un temps ou il y a 30 ans. À 3 mois du scrutin, ils sont 9 à avoir ouvert un site, à chacun son style. Chez Jean-Pierre Chevènement, la priorité, c'est l'information. En ce qui concerne les fausses idées qu'on peut se faire sur quelqu'un, effectivement, le meilleur passage, c'est d'aller sur son site pour savoir vraiment qui il est et ce qu'il fait et ce qu'il pense. À la rubrique Dictionnaire de campagne, on peut aussi découvrir la définition de Jacques Chirac, qualifié de châtelain corrézien explorateur. Pour les spécialistes, les sites des candidats reflètent leur personnalité. Présent sur le site de Bayrou, comme ça l'était sur le site d'Alain Madelin, il y a un forum. Et un forum, ça veut dire qu'il va inviter les internautes, les participants à venir discuter avec lui. Chez M. Maigret, il n'y a pas de forum. Donc on peut dire que ce site sera un site de propagande one-way. Il ne sera absolument pas interactif parce qu'on n'invite même pas les internautes à venir discuter. Idem, chez Le Pen, pas de forum, là il n'y aura pas d'interactivité. Bientôt, tous les candidats déclarés auront leur site. Du côté d'Élysée, on murmure même qu'une adresse internet est déjà prête. Elle n'attend plus que la candidature officielle de Jacques Chirac.
L'augmentation du vol des téléphones portables a suscité en Italie de nouvelles dispositions qui rendent inutilisable un portable qui a été dérobé à son propriétaire. La technique existe donc, reste qu'elle n'est pas pratiquée pour l'instant en France. Reportage Peggy Leroy, Isabelle Stess. Près de 5000 portables ont séjourné sur les étagères des objets trouvés à Paris l'année dernière. Le vol de mobiles est devenu un véritable fléau en Europe. L'Italie a décidé d'y remédier. Tous les opérateurs se sont mis d'accord. Dès qu'un portable est volé, son numéro de série est inscrit sur une liste noire commune. Il sera possible de bloquer la ligne. Donc, même si vous introduisez une autre carte puce italienne, ce ne sera plus possible d'utiliser le téléphone car il sera désactivé. Et un portable désactivé ne peut plus être abonné. Les précurseurs de cette méthode sont les Hollandais. Là-bas, les policiers n'hésitent pas à envoyer des messages aux contrevenants. Ce téléphone est volé, son achat ou sa vente est un délit, signé la police. La France réfléchit à la mise en place d'une méthode similaire. Les opérateurs français négligeaient jusqu'à maintenant le problème du vol. Le système des forfaits ne les poussait pas à trouver une solution. Quand on perd son appareil ou quand il est volé, ce n'est pas un motif légitime de résiliation. Ce qui fait que pendant la suite de l'opération, l'opérateur continue à percevoir le montant des forfaits. Donc c'est vrai qu'il n'était pas fortement pénalisé financièrement. La liste noire des portables volés devrait voir le jour en France mi-2002. Une bonne nouvelle pour les 37 millions d'abonnés. L'actualité internationale avec la suite de la tournée du chef du gouvernement afghan. Hamid Karzai est arrivé aujourd'hui à Tokyo. Cette visite a pour but la reconstruction du pays avec l'apport de fonds considérables. Le Japon devrait proposer 500 millions de dollars. Parmi les autres thèmes abordés lors de cette conférence internationale, l'éducation et le droit des femmes en Afghanistan. Et en Afghanistan, le régime de Kaboul laissera pour l'éternité les traces de sa folie destructrice. Les talibans, vous le savez, ont fait dynamiter il y a quelques mois les fameux Bouddhas de Bamiyan. Nos envoyés spéciaux Agnès Varamian et Jean-François Renoux ont pu se rendre sur place. Dans la montagne, la niche géante. Et à ses pieds, Bamiyan, toute dévolue à ses Bouddhas dont elle porte le deuil. De la dynamite, des lance-roquettes, des sculptures, il ne reste que ces amas, pieusement recouverts tels décors, protégés par l'UNESCO au nom d'un mystérieux musée afghan en exil. Sher Alam est une des mémoires de Bamiyan. De son grand-père, de son père, il tient le récit des Bouddhas, celui en fait de ses racines. Nous étions si fiers car cela témoignait de notre histoire au monde entier. Nous sommes les descendants des bouddhistes avant notre conversion à l'islam. C'était une fierté. Accrochées à la falaise, telles des statuettes, ces familles se sont réfugiées dans des cavités creusées autrefois pour accueillir les pèlerins bouddhistes. Toute la population avait fui quand les talibans ont pris la ville et détruit les statues. Venus se perdre sur ces hauts plateaux arides, ce sont les Hazaras, ces mal-aimés d'Afghanistan. Des musulmans chiites, persécutés et en guerre pendant 3 ans contre les talibans. Pour survivre, dit cette femme, on demande à manger à nos moudjahidines. La vie est très dure, les hommes n'ont rien à faire. Nos maisons ont été détruites, moi je n'ai plus rien. Tourner le dos au Bouddha, c'est découvrir Bamiyan, ville glacée et démunie, où dans la seule rue du bazar, on annonce par crieur les arrêtés du gouverneur aux boutiquiers. Du deuxième Bouddha géant au visage de femme, il ne reste là aussi que de la poussière. La légende à Bamiyan veut qu'une 3e statue repose intacte quelque part dans cette montagne. Dans le sud de la Croatie, un accident d'hélicoptère a coûté la vie à un soldat français de l'ASFOR et fait 2 blessés. L'appareil des troupes françaises s'est abîmé dans l'Adriatique. Les rescapés ont été sauvés par un pêcheur. En Grande-Bretagne, c'est officiel, l'épizootie de fièvre afteuse est éradiquée. Le bilan est désastreux pour de nombreux agriculteurs. Quelques 4 millions d'animaux ont été abattus. Il s'agit de la plus grande épidémie du siècle. Les producteurs auront du mal à s'en relever. Correspondance Laurent Boussier. Comme si de rien n'était, elle broute tranquillement au pâle soleil de l'hiver britannique. Et pourtant, on pourrait appeler ces quelques vaches les survivants. Leur propriétaire David le sait, dans cette région du Devon, la 2e d'Angleterre la plus touchée par la fièvre afteuse,
Ces bêtes ont eu beaucoup de chance d'échapper à la campagne d'abattage massif du printemps dernier. L'affaire a plus de 6 mois, pourtant David n'a retrouvé le sourire que depuis quelques jours. C'est la première fois depuis février dernier qu'il n'y a plus de fièvre afteuse, que je ne reçois pas de coups de téléphone d'éleveurs en détresse. La première fois que je ne crains plus de perdre toutes mes bêtes. C'est donc la meilleure période depuis près d'un an. Dieu merci. 4 millions d'animaux abattus, 7800 éleveurs ou employés agricoles sans travail, un monde rural traumatisé. Le bilan de l'épidémie est lourd pour le Royaume-Uni. Dans le Devon, où de très nombreux pâturages sont aujourd'hui vides de tout bétail, certains n'ont pas la force de recommencer. Devant ces étables vides depuis le mois de mars, Yann nous explique pourquoi il travaille maintenant avec son frère dans une entreprise de maçonnerie. J'ai travaillé ici comme éleveur depuis que j'ai quitté l'école, il y a 30 ans. Et si vous travaillez sans gagner d'argent, cela ne vaut pas le coup. Vous devez faire autre chose. Si ce n'est pas viable, si les vaches ne rapportent plus, alors je dois travailler ailleurs. La décision de la Grande-Bretagne de se déclarer indemne de fièvre afteuse suscite évidemment beaucoup d'espoir chez les éleveurs de ce pays. Espoir d'un retour à une vie normale, espoir de voir la fin des restrictions au déplacement des animaux, espoir surtout de pouvoir enfin recommencer à exporter vers le continent européen. Je vous propose à présent de partir dans le Caucase, dans l'une des stations de ski les plus prisées, un véritable phénomène de société, puisque désormais ce sont les classes moyennes russes qui peuvent s'offrir ce type de loisirs, longtemps réservé à l'élite à l'époque soviétique. Nos correspondants permanents, Dominique Derda, Franck Brisset. Jadis, seuls les ouvriers modèles, les cadres distingués du parti, les officiers méritants de la vaillante armée rouge pouvaient venir skier à Tcheguet. L'air pur de l'Elbrouz, les neiges immaculées du Caucase n'étaient pas données à tout le monde. 10 ans après l'effondrement du régime soviétique, Tcheguet s'est démocratisé. Les villageoises des environs, chose impensable auparavant, ont même le droit de vendre à l'arrivée du télésiège les pulls, les bonnets, les chaussettes qu'elles tricotent pour améliorer l'ordinaire. Bien sûr, en matière d'infrastructure, d'équipement, on est encore loin de ceux que l'on trouverait dans les Alpes ou les Pyrénées. Mais à 3000 mètres d'altitude, les pistes, elles, n'ont franchement rien à envier à celles des stations européennes. Et pour ces jeunes moscovites, c'est bien là l'essentiel. Ici, c'est l'autre chose. On n'arrive pas pour le confort, plutôt pour voir toutes ces montagnes, parce qu'ils sont magnifiques, ils sont très jolis. Et les gens... Pour aimer venir skier ici, il faut avoir un caractère bien particulier, solide. Tcheguet, ce n'est pas pour les faibles. Ni pour les faibles, ni pour les débutants. Car à Tcheguet, mieux vaut savoir tenir sur ses skis et tourner avant qu'il ne soit trop tard. Au pied des pylônes, les protections anti-choc sont pour le moins symboliques. Heureusement, ce matin, les secouristes sont encore à jeun, mais ça ne va pas durer. Entre deux clients à redescendre dans la vallée, il faut bien tuer le temps. Les gens ont beaucoup changé en 10 ans? Oui, ils sont devenus plus exigeants. L'hôtel, c'est vrai, mériterait bien une petite rénovation. Les travaux d'agrandissement entrepris sous Gorbatchev n'ont jamais été terminés. L'argent manque. Mais à 300 roubles par jour et par personne, une douzaine d'euros en pension complète, il n'y a guère que le bar qui fasse des bénéfices. Au milieu des années 90, des investisseurs français sont venus ici avec de vastes projets. Ils voulaient construire un grand complexe touristique. Après la chute du rouble en 1998, on ne les a plus jamais revus. Et Tcheguet est resté cette petite station au charme si particulier. À Autran, dans l'Isère, la 24e édition de la Foulée Blanche ce week-end. Un parcours de 50 km qui a réuni quelques 3000 concurrents de tous les âges. Pour les amoureux du ski de fond, cette course dans le massif du Vercors séduit un grand nombre de fondeurs. Le rallye de Monte-Carlo avec le triomphe du Français Sébastien Loeb qui a remporté sa première compétition. Reste que sa victoire est provisoire car le coureur a été pénalisé par les commissaires de la course pour avoir changé de pneu dans un lieu où cette procédure est normalement interdite. Cette sanction, si elle était maintenue, lui sera fatale. Il faudra attendre 40 jours pour que Sébastien Loeb soit fixé sur son sort. Florent Gautreau.
En voilà un qui gagne à être connu. À 27 ans, Sébastien Loeb a remporté le rallye de Monte-Carlo alors qu'il ne disputait que son deuxième rallye international. Mais le tribunal de la Fédération internationale automobile pourrait bien déclasser le Français au profit du Finlandais Mäkinen. Samedi soir, Citroën a écopé d'une pénalité de 2 minutes pour avoir effectué un changement de pneu interdit par le règlement. En attendant l'appel qui sera jugé dans 40 jours, le jeune Français estime être le vainqueur moral du Monte-Carlo. Quoi qu'il se passe, pour moi j'ai gagné parce que la course c'est dans les spéciales. Je pense que tous les pilotes pensent comme moi et je pense que même Tommy pense la même chose. Donc pour moi c'est ma première victoire en championnat du monde et super. Pour la connerie, mais à culpa, ça c'est évident. L'information n'est pas redescendue jusqu'aux mécaniciens, donc ce n'est pas de la faute des mécaniciens. Par contre, la réglementation à ce niveau-là ne ressemble à rien. Inébranlable malgré ce coup dur, Loeb a repoussé tous les assauts des stars du circuit. Mäkinen, Sainz ou Macré n'ont rien pu faire contre le jeune Alsacien qui a commencé à piloter il y a 5 ans seulement. Il vit toujours chez ses parents, mais il conduit déjà comme un grand. Pénalité ou pas, Sébastien Loeb fait désormais partie du Gotha. Les collections de haute couture avec aujourd'hui la présentation des dernières créations de Jean-Paul Gaultier, du vrai talent, avec dans la salle quelques célébrités et sur le podium, Carla Bruni pour une courte apparition et la mannequin vedette Naomi Campbell qui a fait sensation ainsi qu'Inès de la Fressange. C'est Naomi Campbell. À 48 heures du dernier défilé Yves Saint-Laurent, l'équipe de France 2 a été admise dans le Saint des Saints avenue Marceau. La maison Saint-Laurent et ses ateliers, chacun évoque le génie du maître. Yves Saint-Laurent, qui généralement fuit les caméras, a accepté pour l'occasion de nous parler. Reportage Estelle Collin, Patrick Deschmecker. Il est où, monsieur ? Elle a été un de ces mannequins vedettes, une de ces femmes à la beauté noire que lui seul a su mettre en lumière. Non, on ne pas que celle de quelqu'un d'autre. Si j'arrive à rentrer dedans, ça fait quelques années, excusez-moi. Vous tremblez? Oui. Je vais peut-être pleurer aussi. Mais c'est une époque qui s'en va. Et il n'y en aura qu'un seul de M. Saint-Laurent. Comme Katusha, tous travailleront jusqu'au bout pour lui, même si parfois l'émotion les submerge. Fiers et convaincus que tous ont vécu quelque chose d'exceptionnel à ses côtés. Ça fait 37 ans que je collabore avec lui et on rentrait ici comme on rentre en religion. C'est-à-dire que c'est vrai que beaucoup de personnes que j'ai connues ici sont restées pendant très très longtemps. Ici, pas d'écart de génération, chez tous l'émotion est la même. Disons, on avait un beau rêve avant, tant qu'il était là. Et maintenant... Il y a un amour entre les gens. Monsieur Saint-Laurent nous donne tellement de chaleur humaine. Je peux plus. C'est un peu difficile. De ses mains sont nées ce qui aura marqué la mode durant presque un demi-siècle. Mousseline, drapé, broderie et partout l'œil du maître. Célèbre dans le monde entier, Yves Saint-Laurent l'est aussi pour son art de l'esquive dû à sa légendaire timidité. Jusqu'au dernier moment, nous ne savions pas s'il accepterait de nous rencontrer et il a dit oui. S'il ferme sa maison, son style lui reste. Mais il est déjà dans la rue. Les femmes sont toutes en pantalon, ou les femmes sont en par-dessus d'hommes. Les femmes sont... J'ai assez appuyé d'année en année sur ce style. Et haute couture ou pas, le style Saint-Laurent, lui, traversera encore le 21e siècle. Et si j'ai choisi de partir, c'est que je ne peux plus supporter physiquement l'angoisse. Cette angoisse a augmenté au fur et à mesure des années. Et maintenant, elle est absolument insupportable. Avec lui, ce n'est pas seulement la maison Saint-Laurent qui ferme, mais un chapitre entier de l'histoire de la haute couture qui s'achève. C'est demain que rouvrira officiellement le Palais de Tokyo. 3 ans de travaux pour redessiner ce lieu d'expression artistique en plein Paris. Un espace de rencontre ouvert à la création contemporaine, ni tout à fait un musée, ni une galerie d'art. Reportage Christophe Hérault, Frédéric Basile.
Frénésie et bousculade sous les verrières du palais de Tokyo. On casse, on recolle et on peaufine. Les artistes et les artisans se croisent et s'entraident à la veille de l'ouverture au public. Le vieux colosse parisien va retrouver sa mission première, exposer l'art pour le plus grand nombre, une idée qui ne date pas d'hier. Parmi les événements internationaux que nous offre cette semaine l'actualité, depuis son ouverture en 1937, le Tokyo fut tour à tour musée d'art moderne, palais de l'image ou école d'art plastique. Aujourd'hui, on se doit de dire site de création contemporaine. Ce ne sera donc ni un musée, ni une lourde institution, mais un lieu de vie culturelle au plus près de la création. Le Palais de Tokyo, c'est un lieu laboratoire, c'est pas un outil scientifique, c'est un appareil à capter l'air du temps et à le restituer pour le public. Le Palais de Tokyo doit rester effectivement une sorte de chantier ouvert, chantier permanent, une sorte d'échafaudage à partir duquel les artistes viennent proposer des projets. Et on se met à rêver que le public vienne peindre les murs. Les murs de ce lieu ouvert de midi à minuit et à prix modique. On y boira un verre, on y verra une expo, on y écoutera un philosophe ou un rappeur, suivant les goûts et les curiosités. En fait, ce sera un observatoire, celui des visions des artistes qui décortiquent notre société actuelle. Pour certains, il était temps. Je pense que cette ouverture, encore une fois, c'est la moindre des choses, quoi. Il le fallait, il aurait même dû s'imposer quelque part, au moins 5 ans avant, quoi. Et au fur et à mesure des expos, selon les envies et les projets des artistes, ce lieu va beaucoup évoluer. Donc il y a une souplesse évidente, c'est-à-dire que faire une tache sur un mur, ici c'est pas un problème. Dans d'autres lieux ça peut l'être. Toute la semaine prochaine au Palais de Tokyo, on va pendre la crémaillère, sans Bristol ni smoking, c'est gratuit pour tout le monde. Et en route pour une nouvelle traversée artistique du paquebot des bords de Seine. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. 10 ans après l'accident du Mont Saint-Odile, où 87 passagers avaient trouvé la mort, cérémonie de commémoration. Les familles des victimes réclament la vérité alors que l'instruction s'éternise. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, 20h50, Copycat, votre film avec Sigourney Weaver, 0h25, le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain à 7h40 dans les 4 vérités, Françoise Laborde reçoit le maire de Paris, Bertrand Delanoë. 13h, le journal présenté par Daniel Bilalian, 20h, David Pujadas. Et en deuxième partie de soirée, mots croisés, la lutte contre la pédophilie. Ce sera le thème de l'émission d'Arlette Chabot. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Et pour terminer, quelques images de la Grande Roue à Paris qui s'arrête définitivement de tourner à minuit. Le démontage est prévu jeudi prochain. Soirée sur France 2. Dans Copycat, Sigourney Weaver et Holly Hunter se lancent dans une traque au serial killer. Ensuite, portrait véridique d'un meurtrier pris dans la spirale du mensonge, Jean-Claude Roman. Enfin, documentaire sur la jeunesse américaine et les effets de la musique satanique. France 2. Copycat, le roman d'un menteur et Danse avec le diable, ce soir sur France 2.